Dans cette vidéo, nous allons parler de la joie. Nous allons explorer comment elle est présente dans nos vies et surtout comment elle est absente. Quels sont les obstacles qui freinent notre élan de joie et comment retrouver cette forme d'enthousiasme, de légèreté et de présence à la vie. Pour beaucoup d'entre nous, il y a toutes les conditions pour être heureux et pourtant quelque chose d'un petit peu triste, morose, pas complètement joyeux, plein. Pourquoi? Comment la joie s'installe en nous? Comment est-elle absente de notre quotidien? Déjà, la joie se pose dans une intention. Et ça, c'est le premier pas et c'est peut-être le plus important. C'est faire un choix intérieur de décider d'être heureux. Vous allez me dire, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Mais c'est strictement nécessaire pour pouvoir cheminer vers la joie, réveiller la joie en nous qui est présente de façon totalement intrinsèque, mais que l'on a oubliée parce qu'elle a été recouverte par des couches d'autres choses. Nous avons chacun d'entre nous les graines de joie en nous, mais il nous appartient de les cultiver, vraiment comme un jardin, comme une plante. Et ça demande une certaine qualité de présence, d'attention, que l'on peut qualifier d'entraînement dans certaines situations ou de travail, je mets des guillemets parce que c'est pas non plus hyper ardu. La joie est présente en nous, mais elle n'a pas une expression toujours spontanée parce qu'elle peut être freinée par énormément d'obstacles liés à notre histoire, notre vécu et le vécu de notre entourage, de l'endroit où l'on vit. Avec cette intention de joie, j'ai tout de suite envie de mettre de la nuance. Il ne s'agit pas d'être heureux, joyeux tout le temps. Il s'agit d'avoir goûté à ce qu'est cet élan de joie pure qui n'est pas dépendant, ou en tout cas le moins dépendant des conditions extérieures. Quelque chose qui est vraiment lié à notre essentiel. Et le simple fait d'y avoir goûté et de savoir que c'est possible nous permet, dans les moments qui sont plus tumultueux, dans les moments difficiles de nos vies, où l'on perd la connexion à la joie, de savoir qu'elle est là, présente en nous, même si elle est endormie, et que l'on va la retrouver. C'est important d'introduire cette notion d'un état d'être qui ne va pas être toujours linéaire et constant, mais qui va fluctuer avec les conditions de la vie, que l'on perd, que l'on retrouve et que l'on peut garder parfois plus longtemps lorsqu'on arrive à se stabiliser dans cet état d'être. Et plus on va le cultiver, plus on va retrouver facilement l'accès à la joie. Et plus on va pouvoir la garder plus longtemps. Voilà, donc c'est vraiment une histoire de renforcer notre capacité à retrouver le chemin vers notre joie intérieure. La joie est là en nous, cette joie pure, intrinsèque de l'être, non dépendante de l'extérieur. Et c'est un chemin que nous pouvons emprunter encore et encore pour aller trouver cette graine de joie et la faire grandir. Donc je vous ai dit, cette joie part d'abord d'un choix. Je choisis d'être heureux. Imaginez que vous êtes en train de prononcer cette phrase à voix haute. Déjà, ressentez votre corps quand vous dites « je choisis d'être heureux ». Est-ce qu'il y a des résistances? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui est justement de l'ordre de cet enthousiasme? Ou est-ce qu'au contraire, il y a tout de suite des phrases du mental « ouais, c'est pas si facile ». Il peut y avoir un vide aussi dans le corps. Comment est-ce que vous êtes en lien avec cette simple prise de position intérieure de choisir d'être heureux? Ça, c'est la première exploration que je vous invite à faire. Quel est votre lien spontané à cette décision? Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de construire une joie et de faire comme Madame la Marquise, où tout va bien, où on est entouré de pensées positives et où on va se conditionner pour être joyeux et en fait on porte un masque. En fait ça c'est un coût énergétique énorme et certaines personnes sont là-dedans, elles se forcent à être joyeuses. Et en fait ce n'est pas du tout cela, ça c'est un mouvement vers l'extérieur. Ce que je vous invite à faire dans cette décision intérieure d'aller cultiver la joie en vous est au contraire un pas vers l'intérieur qui va vous permettre d'aller contacter cette graine de joie pour qu'elle puisse vous traverser et s'exprimer à l'extérieur. Donc il n'est pas possible de créer ce personnage
je suis joyeux en toutes circonstances. La joie est comme une rose. Je trouve cette image assez belle parce qu'une rose a des épines. Elle est aussi un bouton qui va éclore en une fleur épanouie, magnifique. Mais lorsqu'on la cueille, on essaye de ne pas mettre ses doigts sur les épines ou parfois on se pique. En fait, la joie vient avec la tige et les épines. Elle n'est pas toujours cette fleur. Elle a tout ensemble. Elle a aussi la tristesse. Et on ne peut pas choisir que l'un ou que l'autre. Une rose est magnifique dans son expression avec la tige, les épines et la fleur. Et cette ligne tristesse-joie, c'est la même chose. Tout est là ensemble. Et donc réintroduisons cette notion que la joie va avec sa polarité inverse, la tristesse. Et que si l'on connaît le chemin vers la tristesse, ce qui vient l'activer, la catalyser, quel est le chemin vers la joie? Quels sont les freins et quels sont les fils que l'on peut tisser ou les chemins que l'on peut emprunter davantage pour prendre soin de cette joie et faciliter l'accès. À partir du moment où on a posé cette intention, nous avons déjà des idées autour de ce qui me rend joyeux, des idées que nous avons de façon personnelle ou qui font partie de notre éducation, de façon très inconsciente parfois. Je vous donne un exemple. On a souvent tendance à associer la joie à une forme de réussite. J'accomplis quelque chose, cela me rend heureux. Cela veut dire qu'on a beaucoup conditionné notre joie à un accomplissement d'un objectif. Je serai heureux quand je serai telle ou telle personne. C'est quelque chose dont je me suis vraiment beaucoup rendu compte dans ma vie. Et à chaque fois que j'atteignais cet objectif, j'avais cette espèce de vide intérieur de me dire mais en fait je ne suis pas plus heureuse. Pourtant, j'ai exactement ce pourquoi j'ai orienté ma vie toute cette année en travaillant pour pouvoir atteindre telle chose. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, derrière, pour ne pas vivre ce moment d'insatisfaction, je me suis rendu compte que je plaçais tout de suite un autre objectif. Et qu'en fait, j'étais dans une course permanente à aller d'objectif en objectif, en me disant quand enfin j'aurai atteint tel état, eh bien je serai heureuse. Ça s'est fort heureusement effondré comme un château de cartes quand je me suis rendu compte que la joie se vivait dans le présent. Et il y a cette phrase de Thich Nhat Hanh, ce moine vietnamien qui a créé un centre, le village des pruniers en Dordogne, que j'aime beaucoup, et qui dit tout simplement « La joie, c'est maintenant ». Et c'est là où justement cela renoue avec notre décision, notre premier pas, choisir d'être heureux, c'est là maintenant, pas quand j'aurai, quand je serai. Et ça, c'est un deuxième petit exercice que je vous invite à faire. Prenez une feuille de papier et commencez à écrire ces phrases. Je serai heureux quand j'aurai telle chose. Je serai heureux quand je serai ainsi, quand j'aurai fait telle action, quand j'aurai atteint tel objectif. Et voyez s'il y a beaucoup de choses qui viennent. Écrivez et puis demandez-vous, est-ce vrai? Est-ce que je peux décider, bien sûr, d'avoir tous ces objectifs? Peut-être que ça peut construire votre vie et être important. Mais est-ce que je peux décider que là, maintenant, même si je n'ai pas ces conditions que je pense être nécessaires à ma joie, en fait, je peux déjà être heureux. Et ça commence déjà à fissurer cette espèce de conditionnement autour de la joie. Vous introduisez le doute que la joie peut se trouver ailleurs que dans l'accomplissement de quelque chose. C'est vraiment une notion qui est très ancrée dans notre éducation, dans notre société, dont il faut se détacher. Ensuite, il y a un deuxième champ de croyance dont il faut se détacher, et là, c'est pas toujours très facile, c'est un petit peu délicat parce qu'on est très attaché à ce champ de croyance. Je vais vous proposer une petite illustration qui m'a fait rire quand je l'avais découverte. C'est un petit personnage, en fait, qui croule, qui est en train de porter un livre et qui croule sous le poids du livre. Et le titre du livre, c'est « Le livre de mes malheurs ». Alors on peut le regarder avec un peu d'humour, ça nous permet d'enlever de la gravité quand parfois réellement nos vies sont difficiles et cela peut vraiment être le cas. Il n'empêche que beaucoup d'entre nous
viennent créer ce livre de leur malheur. Cela veut dire qu'il y a eu réellement des choses difficiles, mais pas que, mais que leur attention s'est portée là-dessus pour différentes raisons, des raisons de survie aussi, de protection. Et ils se sont construits une forme de légende personnelle où ces malheurs sont venus prendre toute la place dans leur vie. Encore une fois, il ne s'agit pas de les nier, de dire qu'ils n'existent pas et que tout va bien dans la vie, mais il s'agit de remettre chaque chose à sa place et donner un niveau d'importance égal à tout ce qui peut nous arriver et de nous rendre compte que souvent nous mettons plus d'importance dans certains événements et nous les racontons encore et encore. Et à chaque fois que nous les racontons, nous leur donnons de l'énergie, nous les nourrissons et nous leur permettons d'être actifs. Et parce qu'ils sont activés, ils sont gourmands. Donc ils demandent encore de l'énergie, ils demandent encore à être racontés. Ça aussi, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte adolescente. J'avais un ami à qui je racontais mes malheurs d'adolescente et lui aussi me racontait ses malheurs d'ado. Un jour où j'allais très bien, je suis arrivée pour discuter avec cette personne et que je me suis trouvée sans avoir strictement rien à dire. Parfois on dit les gens heureux n'ont pas d'histoire et j'ai vraiment vécu cela en me disant oh, je deviens inintéressante parce que je n'ai rien de tragique ou de difficile à raconter. Et allez regarder cela pour vous, avec vraiment beaucoup de bienveillance sans vous juger. Quelle est la part de vous qui raconte vos difficultés parce que vous vous rendez compte que cela vous rend intéressant aux yeux des autres, que du coup vous vous placez dans une position où vous avez besoin d'attention, d'écoute, d'être aidé et que la personne, vos amis, vos proches qui viennent vous donner cette qualité d'attention, en fait viennent vous nourrir. En fait, ce qui vous manque, c'est plus du lien affectif. Et vous utilisez, en fait, les petits tracas jusqu'au grand malheur de votre vie pour pouvoir avoir cette attention. Alors, dans tout ce que je vous dis, c'est vraiment à prendre avec nuance. Il y a de la complexité là-dedans, mais essayez de reconnaître pour vous, chacun d'entre vous, ce processus. Quelle est la part de vous qui va avoir besoin d'entretenir un discours intérieur ou un échange avec l'autre, où vous venez parler encore et encore de vos petits tracas, de vos soucis, de vos grands malheurs. Ça, c'est un frein à la joie parce que vous faites exister quelque chose énergétiquement qui devient une réalité et qui vous demande encore et encore d'être raconté pour continuer à exister. Et c'est un vrai tiraillement quand vous allez vouloir essayer de ne plus le raconter parce qu'il y a une demande. Avec cette notion, il y en a une autre qui est que il est parfois difficile de s'autoriser à être joyeux parce qu'il y a des personnes autour de nous qui vivent des états difficiles et qu'il faut bien s'en occuper. Cela peut être une personne malade, un parent par exemple, et nous prenons la charge parce qu'en fait, intérieurement, nous ne nous autorisons pas à être joyeux. Et ça peut être dur de se dire cela. Donc je vous invite là aussi à de la bienveillance, mais nous prenons la charge de ce parent. Et du coup, nous justifions notre difficulté à être dans la joie en nous occupant de quelqu'un et en lui vouant notre vie. Cette vie de service, lorsqu'elle est vécue dans quelque chose de juste, elle se vit dans la joie. C'est vraiment frappant de voir certains aidants ou voilà, des personnes qui sont dans cette vie de service qui est vraiment quelque chose de magnifique. Oh, il y a une joie incroyable, il y a un sourire. Si pour vous, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas tout à fait au bon endroit. Peut-être ce qui est en dessous, c'est la difficulté de vous autoriser à vivre la joie. Et ça aussi, cela se relie à notre intention de départ. Je décide d'être heureux, cela veut dire que je m'autorise. Même si, en arrière-plan, il y a cet égoïste de prendre soin de soi, cet égoïste d'être joyeux lorsqu'il y a autant de malheurs, lorsqu'il y a autant de choses qui ne vont pas dans le monde. En fait, là, on fait un peu une confusion, on mélange tout. Cela n'a rien d'égoïste d'être heureux et d'être joyeux. C'est juste vital. Remettons les choses à leur place.
Et donc, vous l'avez compris, le deuxième pas dans notre rapport à la joie, une fois qu'on a pris la décision d'être heureux, c'est de reconnaître les obstacles que nous avons placés qui viennent freiner cet élan de joie. Nous avons exploré déjà le manque. Il me manque quelque chose pour être heureux, donc de faire tomber cette croyance. La joie, c'est là maintenant. Nous avons exploré la culpabilité aussi autour de la joie. Et ça, c'est particulièrement difficile lorsqu'on a quelqu'un qui est très proche de nous, qui souffre. Par exemple, quelqu'un qui vit une dépression, qui est dans un état vraiment de difficulté. Et ce qui est très difficile aussi, c'est quand nous avons le recul et que nous pouvons voir quelles sont les pistes qui peuvent aider la personne. Et en fait, on vit de l'impuissance parce que c'est à la personne de les découvrir pour elle-même. Et on n'est pas toujours le mieux placé pour pouvoir la guider. Elle a besoin parfois de personnes extérieures. Et donc nous sommes face à cette souffrance de quelqu'un que l'on aime, cette impuissance. Et dans cette détresse qu'elle vit, il est très difficile de s'autoriser à être joyeux et dire « Oh, mais moi ça va super bien ». Et donc nous pouvons enfermer notre joie, nous pouvons mettre un couvercle dessus pour qu'elle ne vienne pas être trop invasive pour l'autre. En fait, là aussi, j'ai souvent remarqué en discutant de cœur à cœur avec ces personnes qui étaient en souffrance que justement elles ont besoin de cette joie, que cela leur fait du bien, qu'on leur raconte des choses qui sont belles dans notre vie. Mais en fait, pour nous, c'est difficile. Voilà, donc ça c'est un autre frein qui peut être présent pour vous. C'est exprimer sa joie et laisser vivre la joie qui nous habite lorsque l'on est en contact avec des personnes que l'on aime qui sont dans la détresse. Alors, il y a plein d'obstacles, nous n'allons pas tous les voir, je vais juste en donner quelques-uns. On m'a dit parfois, je n'ai pas le temps d'être heureux. Et si cela résonne pour vous, je vous invite vraiment à aller explorer cette notion de « j'ai tellement de choses à faire que je n'ai pas le temps de vivre des moments de joie ». Il y a une phrase de cet enseignant spirituel Eckhart Tolle, qui avait été pour moi comme une espèce de séisme intérieur, toute simple. Est-ce qu'il y a de la joie dans ce que vous faites ? On peut avoir une vie qui est très intense, avec beaucoup de choses à faire, parce que voilà, on est créatif et on est engagé dans la vie, on a des envies d'action. Cela ne doit pas couper le lien à la joie. La joie n'est pas que dans les moments de détente, de transat, où l'on ne fait rien. La joie doit être présente au cœur de l'action. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Une dernière résistance que je vous propose est « je ne sais plus comment être joyeux ». Et là, c'est vraiment la nécessité de cheminer vers cette joie intérieure en redécouvrant son corps, parce que ça passe par le corps, en redécouvrant des toutes petites choses du quotidien, comme si nous étions à nouveau un nourrisson, que nous devions nous éveiller à la vie. Et ça, c'est réellement possible, qu'on ait perdu les connexions, que la vie nous ait abîmés au point que on soit comme étouffé de tristesse. Et il y a tout un cheminement de faire le ménage dans cette tristesse et de réapprendre la joie. Voilà, donc nous avons chacun beaucoup de résistances qui viennent freiner l'élan de joie. Maintenant, la pleine conscience nous invite à reconnaître lorsque ces obstacles se manifestent. Donc cette notion de « j'ai conscience du moment où la résistance s'active ». Voilà, c'est ensuite le processus. Et on n'est pas encore dans laisser la résistance, lâcher la résistance, on est juste à « tiens, j'ai une résistance qui freine l'élan de joie. Tiens, là, j'ai un champ de croyance qui s'est activé, une pensée automatique, quelque chose qui se met en place parce que cela fait des années que j'agis de cette façon. Donc on ne va pas changer du jour au lendemain parce qu'on a compris quelque chose. Il y a, pour défaire des apprentissages qui sont ancrés en nous, besoin de temps. Donc acceptons ce temps. Et acceptons ce passage où l'on vient juste reconnaître la résistance et commencer à reconnaître aussi le facteur qui est venu activer cette résistance. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on commence à être un peu plus précis.
Le travail de pleine conscience peut vraiment vous aider parce que déjà vous comprenez que c'est un entraînement, que c'est aussi un processus et que ce processus vous permet de comprendre et de mieux vous connaître. Et la pleine conscience vous ramène au présent. Et la joie se vit au présent. Il y a une forme de joie qui se vit dans l'anticipation, mais qui n'est pas du tout de la même nature. Imaginez un événement qui vous amène de la joie et vous êtes dans toute l'anticipation de cet événement. Cela peut être aussi simple que votre tasse de café le matin. Et vous vous rendrez compte que, passer la première gorgée, finalement, la satisfaction du désir ne vous amène pas le contentement. Et vous n'êtes pas du tout dans cette même qualité de joie que si vous étiez à goûter en pleine conscience cette tasse de café que vous êtes en train de prendre. Ce ne sont pas du tout les mêmes sensations physiques dans le corps. Quand vous êtes dans cet instant présent où je vis chaque gorgée, il y a une ouverture, une détente, une intensité, une forme de concentration. Lorsque la joie se vit dans l'anticipation, c'est beaucoup plus mental. Il y a quelque chose d'un peu plus fébrile, d'un peu plus agité. Ce n'est pas du tout ce même courant de joie profonde. Les personnes qui suivent un cycle de méditation de pleine conscience, le protocole MBSR, disent souvent, après avoir vécu ce cycle, qu'ils sont plus joyeux. En fait, ce n'est pas tout à fait qu'ils sont plus joyeux, c'est qu'ils ont appris à être un peu plus présents et à goûter dans l'instant présent tout ce qui peut nourrir leur sens, et que cela leur amène de la joie. Être présent, c'est sentir l'air sur la peau, le craquement de vie des arbres, les oiseaux, tout ce qui m'entoure, et être dans son corps. Lorsque l'on vit cette qualité de présent dans son corps, les pensées sont comme mises à distance. On est juste là. Et ça nous permet, dans cette connexion à nous-mêmes, de nous connecter à l'extérieur, de nous relier et d'aller sentir dans cette nature, dans cet extérieur, parfois on n'est pas dans la nature, où est la joie, et d'aller nous gorger de cette joie. Il y a cette image qui est proposée parfois et que j'aime beaucoup, qui compare le corps humain à un poste de radio, où nous avons comme des antennes et nous pouvons aller nous mettre sur telle fréquence. Toutes les fréquences sont présentes au même moment. Il y a la fréquence de joie, de tristesse et toutes les autres. Et c'est nous qui déplaçons notre curseur comme nos antennes pour aller capter, nous nourrir, nous brancher sur la joie. Et je vous parle là d'une joie très simple, d'une joie du quotidien. La joie n'est pas forcément un état d'extase qui va nous transporter dans une forme d'état extraordinaire. Non, ça peut être des choses toutes simples. Et bien entendu, elle est présente dans le lien à l'autre, ce qui nous relie à des amis, à des proches. Elle est présente chez l'enfant. Regardez un enfant qui éclate de rire et observez que vous avez spontanément un sourire. Donc commencez à présent à poser votre attention sur ce qui est joyeux dans votre quotidien et que vous rencontrez. Le sourire de quelqu'un, une petite lueur dans un regard. Voilà, tous ces éléments-là sont comme des pépites de joie que vous rencontrez et auxquelles vous pouvez vous relier. Et nous entrons donc dans ce troisième pas qui est de nourrir les graines de joie. Cultiver notre joie. Et cela part vraiment de toutes petites choses du quotidien, de choses extrêmement simples, où il suffit de poser votre attention. La joie passe, un sourire, un éclat de rire. J'inspire, j'expire. Quel goût a cette joie? Quel élan énergétique à l'intérieur de vous? Quelle texture, quelle couleur? Fermez les yeux un instant et essayez de sentir la joie pour vous. Voilà, c'est vraiment important que la joie, physiquement, ait son empreinte dans votre corps. Que vous puissiez, après,
la rappeler plus facilement. Cela ne doit pas être une notion abstraite, cela doit être vraiment quelque chose de vécu. Et pour pouvoir le contacter dans des méditations autour de la joie, il faut apprendre, dès que vous rencontrez la joie, à vous poser dans l'instant et vous dire « qu'est-ce que je ressens dans mon corps ?» Voilà, chez moi, il y a vraiment quelque chose de dynamique, d'un élan très vertical. Et souvent, il y a de la couleur. Et puis, j'entends aussi parfois comme des grelots de rire. Ce goût de la joie va être propre à chacun. Ce que nous allons vivre ensemble dans la méditation que je vous propose est un tout petit peu différent. Il y a vraiment ce travail d'ouverture du cœur avec une notion aussi de guérison. J'ai remarqué que nous nous vivions souvent dans la comparaison par rapport à une situation que nous pensons être idéale, une personne, et que cette comparaison nous fait souffrir et nous enlève la joie. Être dans cet espace de méditation et justement travailler sur cette notion de renouer avec la joie lorsqu'elle est totalement absente est profondément guérisseur. Et nous allons prendre un cas spécifique qui est de se réjouir du bonheur des autres. Si nous sommes complètement honnêtes, pour beaucoup d'entre nous, il n'est pas spontanément facile d'aller nous réjouir de la réussite de quelqu'un quand c'est exactement ce que nous voulions et que nous n'avons pas. Je vous invite, chacun d'entre vous, là aussi, à regarder profondément en vous et à sentir peut-être cette forme de comparaison, de tiraillement où, oui, vous êtes content, c'est votre ami, c'est quelqu'un de proche, mais en même temps, il y a du désir, vous auriez tellement l'envie d'être à sa place. Imaginez par exemple deux étudiants qui travaillent ensemble pour préparer un concours, ils travaillent ensemble de façon très intense, concentrée, voilà, ils s'entraident, et puis il y en a un qui a le concours, l'autre pas. La personne qui n'a pas le concours ne va pas spontanément bondir de joie et se réjouir pour son ami, lorsque lui a la sensation de vivre l'échec. Et c'est exactement ce moment-là, alors trouvez d'autres exemples dans votre vie, il y en a sans doute, où il peut être intéressant de laisser fondre tout ce qui vient freiner l'élan de joie pour pouvoir à nouveau ouvrir son cœur et son corps et se relier à l'autre et vivre sa joie comme si c'était la nôtre. Parce que d'une certaine façon, c'est le cas. Nous ne sommes pas séparés de l'autre. L'autre vit quelque chose que nous pouvons vivre aussi. Et ça, c'est profondément guérisseur. Parce que cela peut agacer la réussite de l'autre. Cela peut fermer notre cœur. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué à titre personnel, ce resserrement. Et cela m'a beaucoup aidé pour justement sentir cette ouverture, me rappeler que nous faisions tous partie du corps de l'humanité, que nous sommes chacun des cellules, que chaque cellule a sa fonction et ses propres choses à faire, à agir, et que si moi je ne le vis pas et que l'autre le vit, finalement nous le vivons dans le corps de l'humanité, ensemble. Et donc très concrètement, lorsque l'on sent ce resserrement, cette petite agacement, envie, comparaison, descendez le poids du corps dans vos pieds pour être vraiment dans un ancrage. Respirez en réouvrant les tissus qui se sont resserrés, contractés. Respirez pour retrouver un élargissement de la cage thoracique, quelque chose qui est vaste dans le regard. Vous allez voir que vos yeux vont souvent s'amener dans un focus dès qu'il y a une émotion. Alors retrouvez simplement par la respiration, retrouvez cette amplitude du corps. Ensuite, vous travaillez à l'ouverture du cœur. Et là aussi, il y a d'abord une dimension qui est très concrète, physique, musculaire. Je décontracte tous les muscles autour du cœur et je réouvre. Je me relie ensuite énergétiquement cœur à cœur, avec l'affection que j'ai pour cette personne, l'amitié, l'amour que j'ai pour elle. Et je plonge dans son expérience, dans le moment présent. Ça veut dire que je laisse toutes mes pensées comme se dissoudre. Et je vais vraiment me relier à la joie et la sentir pour pouvoir l'activer en moi, la réveiller et la laisser se diffuser dans mon corps. Et ce qui se vit ensuite, c'est la joie pure avec l'autre. Je vous invite à l'explorer dans la méditation. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne pratique.